avant d'ouvrir la première table ronde avec Jean-Michel qui voulait nous parler d'un ouvrage. Oui, je reviens vers vous pour vous dire que ce livre dans lequel Jean Stone a écrit un article parmi les 27 propositions pour 2035, ce livre est à votre disposition pour la modique somme de 20 €, ici sous le tunnel au centre de la Volière. Il s'appelle « L'avenir, c'est demain ». Tout un programme. Ouais, je crois même que c'est tout à l'heure. C'est maintenant, en fait. Oui. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vais changer de place parce qu'on m'a conseillé. On va faire des tests selon les tables rondes par rapport aux axes de caméra. Et nous allons ouvrir la première des 3 tables rondes de cette journée. Elle est consacrée à une économie de l'immatériel, celle qui rime avec Renaissance, celle dont Jean Stone a parlé et vient de nous l'évoquer. Il s'agit bien sûr de l'économie de la connaissance. Et on accueille pour en parler Laurent Benveniste, fondateur de CID, et 4 premiers porteurs de projets. Je vous invite à rejoindre les poufs blancs, je ne sais pas comment on les appelle, les sièges, les bancs. Olivier Dion pour One Club, Édouard Deslandes pour Silk, j'espère que je prononce bien, vous me reprendrez, Emmanuel Aldeguer pour OKP4, et enfin Dylan Dehay pour Wicker. Voilà, je vous en prie, installez-vous, oui, on peut les applaudir. Je vous propose de vous munir des micros. On va essayer de se dispatcher... Tenez, micro également pour Wicker. C'est facile avec le Mac, du coup ça m'aide, merci. Et c'est Laurent qui va ouvrir cette première table ronde avec un super sujet, l'économie de la connaissance. Oui, merci. Merci Cécile. Donc je vais rebondir sur la très brillante intervention de Jean Stone pour dire que effectivement l'économie de la connaissance, on en parle depuis quelque temps. Il y a des prospectivistes comme André Portneuf, par exemple, ou Thierry Godin, qui ont théorisé effectivement tout cela depuis maintenant même quelques décennies. Le sujet, c'est qu'il y a un décalage important entre les représentations et la réalité. Et que, de mon point de vue, la culture, les représentations gouvernent le monde et la réalité, on a tendance effectivement à se heurter à elle. Mais que l'important est de bien comprendre ce décalage. Moi, j'avais publié il y a 15 ans déjà une analyse qui était de dire en substance qu'en France, on avait la caractéristique de considérer que l'économie, c'était la grande entreprise, qui, à partir du moment où elle générait un surplus, finançait l'ensemble des autres fonctions, que dès le milieu des années 70, on constatait qu'après la période de reconstruction d'après-guerre, donc les entreprises étaient plus petites, plus ouvertes sur l'environnement, et les facteurs de compétitivité, déjà, étaient la capacité d'un tissu économique de se densifier et de se renouveler, l'évolution du modèle de compétences et du coup l'ancrage territorial, puisque les entreprises étant plus petites, plus ouvertes, la manière dont on est installé ici ou là et la capacité à partir de là d'accéder donc à ces réseaux et ces marchés devenait essentielle. Pendant des décennies, on est quand même resté sur l'idée que l'entreprise était conditionnée par les performances des grandes entreprises. De ces changements, un changement dans le changement important est apparu à partir de la diffusion du téléphone cellulaire, tout ça étant bien analysé par exemple par Michel Serres, qui est de dire qu'à partir du moment où aujourd'hui on a un projet, on a systématiquement le monde pour horizon, donc ça change radicalement les choses. Le deuxième aspect, c'est que cette économie qui fonctionnait depuis l'après-guerre en silo, à partir du moment où des acteurs issus de domaines différents, dans de toutes petites équipes, mais à très bon niveau, qui ont fait leur marché à travers le monde, à partir du moment où ils développent des projets, ils créent de l'innovation de rupture avec des perspectives de développement beaucoup plus horizontales que les développements qu'on a pu assister hier. Et pour rebondir sur notre sujet, le décalage entre la représentation et la réalité, c'est qu'alors que on s'organise encore en matière de financement de projets en fonction des projets qui existaient hier, qui n'existent plus, c'est-à-dire des projets à croissance verticale, et là, c'est effectivement tout le travail qu'on essaye de faire à travers CID, qui a été très bien présenté par Nicolas et Barbara. Ce qu'on souhaite faire, c'est bien identifier ces projets qui portent en germe des technologies qui ont besoin d'un temps pour maturer et qui se déploient à un moment donné avec la condition de réussite, c'est qu'il y ait une synchronisation entre leur développement et l'existence de marchés et d'applications. Donc la traduction de tout ça par rapport à l'économie de la connaissance, c'est qu'une économie d'hier fondée sur les coûts se traduit par une économie aujourd'hui fondée sur les relations, c'est-à-dire sur l'ancrage local et sur la capacité à partir du local de tisser des réseaux à l'échelle de l'ambition du projet. Et ces économies fondées sur les relations, portées par des hommes,
à la base, effectivement, c'est quoi le support effectivement de ces projets, la matière de ces projets, la matière première de ces projets, ce sont les données. Et les conditions de valorisation de ces données aujourd'hui est un élément essentiel pour le développement de l'économie demain. Ce sont des facteurs qui se traduisent par l'importance demain des bassins de vie, au plus proche de la place du village, c'est là que les projets naissent, mais aussi à l'échelle de ce que sont les régulations pour traiter effectivement les questions de régulation, d'organisation, du cadre juridique, c'est-à-dire l'Europe. Et le travail qui est fait en Europe, et ça on va en parler à travers notamment plusieurs des projets qui vont être présentés, pour mettre en place des régulations fondées sur l'idée de transférer des données et de maîtriser ces données personnelles, est quelque chose qui devient totalement essentiel. Donc ça nous amène effectivement à nos projets, donc les porteurs de projets qui sont ici autour de la table virtuelle. Donc Olivier Dion, je pense que Olivier, ce serait intéressant effectivement de démarrer effectivement par toi, puisque tu as fait un travail important au-delà de la promotion de ton propre projet pour contribuer à ce cadre juridique qui permet la maîtrise des données personnelles. Donc le but du jeu, c'est quand même de repartir du point de départ, que chacun se présente son projet et effectivement le relie au sujet. Donc Olivier Dion, donc je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle OneCube que j'ai fondée il y a 10 ans. Donc tu parlais du temps que ça met, et on est encore, c'est toujours pas un marché complètement ouvert, c'est le début. Donc OneCube, on développe un outil de portabilité, de partage des données personnelles. Donc l'idée, c'est de redonner la maîtrise de leurs données personnelles aux individus, qui puissent faire circuler leurs données entre tous leurs services digitaux. Pour l'instant, soit c'est très compliqué techniquement de prendre ces données administratives, les envoyer à son médecin, à sa banque, etc. Soit c'est très facile, mais c'est contrôlé par les GAFAM, par Google, Facebook, etc. Donc là, l'idée, c'est de donner cette capacité-là à n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise, cette capacité à permettre aux utilisateurs de faire circuler leurs données dans tous les domaines, la mobilité, l'emploi, l'éducation, la santé, etc., la consommation. Il y a eu il y a 2 ans un événement majeur dans notre domaine, c'est le règlement européen sur la protection des données, qui a fixé un cadre de protection de l'individu, mais qui n'allait pas assez loin et qui parlait uniquement de protection, donc qui a plutôt braqué les entreprises. Là, on entre dans une nouvelle phase, et j'espère avec une dynamique qui va vraiment lancer le mouvement. C'est la nouvelle stratégie européenne sur les données, sur l'intelligence artificielle, qui repose entièrement sur le partage des données. Donc moi, à titre personnel, je suis dans l'écosystème données personnelles, mais c'est une partie d'un tout qui est le partage des données, la circulation des données, et derrière la circulation de la valeur qui va avec ces données. Donc on se connaît pas mal là sur le panel, on développe ensemble des idées autour de ça. On n'est plus dans un monde de winner takes all GAFAM, c'est des écosystèmes. On accepte de se partager cette ressource, cette valeur autour des données. Et donc c'est des milliers, même plus que ça, des millions de startups à travers toute la planète qui essaient de définir les standards, les modèles de répartition de valeur sur la base de ce qui nous a donné le cadre quand même, c'est ce cadre juridique. C'était très bon de l'avoir, mais c'était que le début. Le cadre juridique européen du RGPD qui a fait des petits à travers le monde où le modèle a été copié. Mais derrière, c'est aux innovateurs d'inventer les façons pratiques de faire circuler les données et de distribuer la valeur. Et donc tu parlais du local, oui, c'est très très important. Un des exemples de circulation de données, c'est dans le domaine de l'emploi et de l'éducation. Pouvoir facilement collecter toutes les données de son parcours éducatif et pouvoir distribuer facilement son CV un peu partout. Dans ce domaine-là, LinkedIn est très très fort partout dans le monde. Il y avait d'autres réseaux dans chaque pays. Donc nous, on avait Viado, par exemple. LinkedIn a tout emporté. Mais LinkedIn, sur les marchés emploi beaucoup plus locaux, n'a pas le degré de finesse qu'il faut et l'aura jamais. Par contre, il y a des acteurs locaux de l'emploi, des employeurs locaux, la cellule locale du Pôle emploi, etc., qui ont ce degré de connaissance de terrain, mais qui n'ont pas les outils. L'idée, c'est de leur donner les outils. Très bien. Voilà.
Très bien. Peut-être, je vais peut-être laisser la parole donc à Édouard et ensuite à... D'abord Édouard peut-être et ensuite Emmanuel pour peut-être présenter aussi Emmanuel le lien entre les trois projets que vous justement est en train d'élaborer. Alors les pistes sont volontairement brouillées pour vérifier que vous êtes attentifs puisqu'ils ne sont pas correspondants, enfin le placement ne correspond pas à l'image, hein, c'est fait exprès. Bien, merci. Donc déjà, je suis très heureux d'appartenir à la famille Seed. Donc on est des entrepreneurs créatifs. Tout ce qu'a dit Jean tout à l'heure est très enthousiasme pour l'avenir. Nous, de notre côté, on a réfléchi à ce que va être l'Internet de demain. Et on a réfléchi au rôle que chacun de nous allons avoir dans cet Internet de demain, qui est un Internet, ce qu'on appelle immersif, de réalité virtuelle et augmentée. Donc, pour avoir ce véhicule et interagir entre nous et avec les éléments, on a inventé en fait une sorte de cabine qui s'appelle la capsule et qui permet de créer en fait votre double numérique, donc un avatar réel de la tête aux pieds, qui est très réel, et qui va être cette nouvelle identité digitale pour l'Internet immersif. Alors, cette cabine a fait 60 personnes à l'heure. On l'a testée sur 15 événements majeurs. L'idée a été de dire qu'on allait créer cette base de données pour tout à chacun dans le monde entier. Et vous trouverez effectivement dans cette idée quelque chose qui est donc fondamental dans la partie connaissance, déjà la connaissance de soi-même, puisque dans l'Internet aujourd'hui, vous êtes un numéro, en fait un email, et toutes les grandes entreprises ont des bases de données d'informations sur chacun de nous, sauf qu'on n'est jamais représenté par son physique. Et donc la connaissance de soi-même dans cet univers digital, ça va être quelque chose qui est assez révolutionnaire. On a réfléchi aussi sur les univers, c'est-à-dire que à partir du moment où on crée cette base de données d'avatar réel, il va falloir mettre cet avatar dans des univers. Aujourd'hui, il y a énormément d'univers virtualisés, sauf que il y a encore un autre pan qui n'est pas utilisé, qui est le foncier. Donc chacun des acteurs de l'économie a du foncier. Donc vous avez des hôpitaux, des écoles, la promotion immobilière, tout un tas de foncier qui a une valeur aujourd'hui physique, mais qui n'a pas encore une valeur numérique. Et donc on a inventé un système qui permet en fait de virtualiser tous les univers fonciers. Et on a travaillé avec des architectes, et notamment un architecte qui travaille sur le BIM, donc la connaissance des objets dans la partie architecture. Et on a travaillé sur un modèle d'automatisation du foncier pour créer des univers virtuels. Donc on a ces deux véhicules qui sont la personne qui va interagir dans ces univers virtualisés. Alors à partir du moment où on a posé en fait ce constat, et ben, il va se passer énormément de choses dans ces univers. Donc on va interagir avec les objets entre nous. Ça va devenir un nouveau réseau social, peut-être VR, on va l'appeler comme ça. Et eh bien, il va y avoir plein d'échanges, donc des échanges d'informations. Donc Olivier a un rôle à jouer aussi là-dessus. On peut très bien imaginer qu'une grande marque de vêtements va pouvoir vous demander vos mensurations. Donc nous, quand on fait passer une personne dans la cabine, la capsule, on a 40 points de mesure, votre poids, votre couleur de peau, d'yeux, de cheveux, etc. Et puis la grande marque va demander à vous faire essayer en fait sa nouvelle collection. Et là, il va y avoir en fait un contrat entre vous-même et la marque, sachant que nous, de notre côté, Silk va... Oui, j'ai pas donné le nom de la société. Hein, à un moment donné, il faut que j'apporte le nom de la société. Donc Silk va mettre en relation en fait la marque et la personne, et on va avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est-à-dire que entre ce contrat de la marque et de la personne, il va falloir un tiers de confiance. Et Olivier, dans sa démarche, va pouvoir être ce tiers de confiance. Et pour donner la parole à mon voisin, à Emmanuel, alors en fait on ne se connaissait pas au début, mais grâce à Seed, voilà, qui a cette intelligence d'identifier en fait les différents créateurs et entrepreneurs, eh bien on s'est connus sur différents
panel de discussion. Et donc, pour faire le lien avec Emmanuel, à partir du moment, effectivement, il va y avoir des interactions, une activité dans cet Internet immersif, eh bien, il va falloir donner de la valeur à la connaissance et à la valeur à ces échanges. Et donc, je vais donner la parole à Emmanuel. C'est beau, je trouve ça très beau. Alors justement, Emmanuel, OKP4, on le dit comme Bonjour ça? à tous. Oui, on dit, en français, on dit OKP4 et en anglais OKP4. Oh, c'est Parce mieux. que ça veut dire Open Knowledge Platform 4. Parce que c'est for everything and everyone. On développe une technologie qui est très globale et qui peut être utilisée dans n'importe quel secteur d'activité. Et vraiment, je voudrais introduire mon propos en fait en poursuivant ce qu'a dit Jean Stone, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment à l'économie de la connaissance, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme, et pour bien comprendre tout ce qu'on fait, je pense que c'est important de revenir sur ce changement de paradigme et des impacts et de ce que ça veut dire vraiment l'économie de la connaissance. La première chose, c'est que c'est effectivement, on est dans un environnement de la complexité. Alors la complexité, il ne faut pas le confondre avec la complication. Ce qui est complexe n'est pas forcément compliqué, mais c'est souvent compliqué, ce qui est complexe. Mais la complexité provient, ça veut dire en fait des choses qui sont liées. C'est la racine du mot, c'est plexus, donc en fait c'est ce qui est lié. Et la complexité vient des choses qui sont liées. Et en fait, parce qu'on est dans un monde de plus en plus lié, interdépendant. Et c'est ça qui c'est ça qui explique cette complexité. Et donc, un des éléments pour bien comprendre ce changement de paradigme, il faut comprendre qu'on est donc dans un environnement de plus en plus complexe, donc avec les choses de plus en plus liées. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on va changer dans l'économie de la connaissance, on va changer d'éléments de valeur. C'est-à-dire que j'oppose l'économie de la connaissance à l'économie des matières premières. Dans les cadres des échanges de l'économie des matières premières, lorsque j'échange un bien, je vais, dans le cadre de l'échange, perdre la propriété de ce bien, et la propriété de ce bien va être remplacée par autre chose. Si j'échange avec vous ce micro ou la montre, on va l'échanger contre de l'argent. Qui n'est pas une Rolex. On va l'échanger et en fait, je vais perdre ce que je vais vous échanger avec vous. Dans l'économie de la connaissance, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que la ressource, lorsque je vais échanger de la connaissance avec vous, je vais garder ma connaissance et vous allez acquérir ma connaissance et en faire une tierce connaissance. Et avec cette tierce connaissance, vous allez pouvoir de nouveau l'échanger avec moi, et ainsi de suite. Et on est là, de nouveau, on retrouve l'interdépendance et la liaison entre les acteurs, et aussi une source de richesse qui, en fait, ne se perd pas quand elle est échangée. Donc la connaissance ne se perd pas quand elle est échangée. Et l'élément de base, j'allais dire, alors souvent on compare, on dit que les données c'est le pétrole du 21e siècle. J'aime pas trop cette comparaison parce qu'on est encore très 20e siècle avec une comparaison d'une matière première extractible dans le sol et limitée. Mais donc la donnée qui est cette nouvelle matière de base de l'économie de la connaissance, en fait, elle va être échangeable entre différents acteurs et elle va être infinie. C'est-à-dire qu'on ne va jamais la perdre, on va tout le temps pouvoir la garder. Si j'échange mes données avec Édouard, je vais garder mes données et je vais faire une copie de ces données et je vais les envoyer à Édouard. Et Édouard va pouvoir traiter et développer de la valeur avec mes données sans que moi je les ai perdues, puisqu'en fait, dans l'échange, il va y avoir une copie. Donc ça, ces changements de paradigme sont vraiment très très importants pour appréhender l'économie de la connaissance. Et parfois, c'est difficile parce qu'on fait des biais cognitifs. Souvent, comme moi, je parle de la valorisation de la connaissance, les gens me disent « Ah oui, mais elles sont hébergées où les données ?» En fait, ce n'est pas un souci où est-ce qu'elles sont hébergées les données. Ah oui, mais plus on va avoir de données, plus où est-ce qu'elles vont être stockées? Parce qu'à un moment donné, ces données, où est-ce qu'on va pouvoir les stocker? Mais le stockage des données n'est pas un souci non plus. C'est-à-dire qu'on est sur il faut éviter et sauter ces biais cognitifs auxquels on fait face. Alors, pardon d'être un peu long et bavard, je viens au KP4. Donc, voilà. Dans ce contexte de l'économie de la connaissance, qu'est-ce qu'on fait au KP4? On permet, en fait, la valorisation de la connaissance. Donc, la connaissance, ce sont des agrégations, des contextualisations de données. Et c'est cette connaissance qui est valorisée qui est vraiment de la valeur. Parce qu'en fait, les données, ce sont des descriptions élémentaires de la réalité. En soi, ça ne vaut rien. Et c'est même plutôt un coût. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les stocker, les acquérir, etc. Et ça demande de l'argent. Pour acquérir les données biométriques d'une personne, on va avoir besoin d'une cabine. Donc, en fait, il va falloir faire un investissement. Donc, cette donnée qui est un coût et qui ne vaut rien à la base, mais qui est un coût, va être agrégée et contextualisée, et ça va devenir une information. Et cette information, donc ces données agrégées et contextualisées, vont devenir une connaissance à partir du moment où on va pouvoir tirer de la valeur ajoutée de cette connaissance. C'est-à-dire, on va pouvoir créer des indicateurs, automatiser des tâches. Ça, c'est de la connaissance et ça a de la valeur ajoutée.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance, elle a une valeur relative. C'est-à-dire que la même connaissance peut valoir 10 pour une personne et 1 pour une autre personne. Selon l'utilisation. Comment fait-on pour en fait développer cette économie de la connaissance en faisant en sorte que on arrive à valoriser les connaissances? Donc pour valoriser les connaissances, il faut 2 choses. Il faut d'une part le respect des consentements des données, et ça c'est le boulot de Olivier. C'est-à-dire qu'en fait, garantir que lorsque je donne, dans l'échange que je vais faire de mes données, je vais pouvoir quand même avoir ce fil à la patte de ma donnée qui va garantir que je vais toujours maîtriser le consentement de ma donnée. Et j'aurai la garantie qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec ces données et que si je veux les répudier, c'est-à-dire les retirer du système, je puisse le faire. Donc ça, c'est un vrai point, la gestion des consentements. Et c'est cette gestion des consentements qui va créer l'univers de confiance pour le partage des données et la valorisation. Mais les acteurs qui vont fournir les données, les acteurs qui vont valoriser la connaissance, c'est souvent pas les mêmes. Et donc, comment je vais garantir aux gens qui vont valoriser la connaissance de pouvoir en fait rétribuer les contributeurs et ainsi les inciter à partager leurs données. Et donc en fait, OKP4, la plateforme qu'on développe, c'est une infrastructure qui permet de garantir la gestion des consentements et la rétribution de l'ensemble des contributeurs à la création de connaissances par le ruissellement en fait et la traçabilité de leurs contributions. Et donc voilà, c'est ça qu'on développe. Alors, comme c'est une global purpose technology, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technologie qui peut intéresser tous les secteurs d'activité, par opportunisme et par connaissance du marché, on a choisi d'adresser la verticale du marché agricole pour faire notre preuve de concept. Et voilà, demain, en 2021, on va ouvrir une filiale au Canada pour développer en fait sur les preuves de concept agricoles qu'on a développées en France et également pour aller sur d'autres marchés comme l'assurantiel, le real estate, enfin, l'immobilier, etc. Voilà. Merci Pardon d'avoir été un beaucoup, peu long. Emmanuel. Non, c'est très bien. Oui. Parmi les choses dont on est relativement fiers du premier développement de SID, c'est le lien créé entre ces projets qui, objectivement, tous les 4 sont des projets non seulement remarquables intrinsèquement, de par la vision, de par la qualité des personnes, mais ont une perspective de développement étonnante. Je veux dire, quand on les interroge individuellement et quand ils se livrent un peu, ils ont de très fortes ambitions de développement économique. Tous les 4 ont levé, notamment grâce au réseau, grâce à leur talent aussi, et tous les 4 sont face à un environnement financier qui est de dire on cherche le futur Criteo, c'est-à-dire une entreprise qui va avoir un développement vertical. Vous avez bien compris que ce sont des entreprises qui ont un potentiel de développement, et plutôt horizontal, extraordinaire. Dylan ne s'est pas encore présenté, mais son schéma est aussi, vous verrez, très très étonnant. Anat Segal, qui n'a pas pu être là, qui est basé en Israël, a montré, c'est un modèle qu'on observe nous depuis maintenant plus de 10 ans, la force d'un modèle qui est de détecter tôt des projets de cette nature-là, de les accompagner financièrement, modestement, par rapport à ce que sont les conditions de sortie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des projets qui ont du sens, qui ont un fort impact et qui sont potentiellement très rentables sur le plan financier, d'autant plus que peu nombreux sont les investisseurs qui ont compris cela, et je dirais même que ceux qui sont rentrés dans ces projets au départ l'ont fait beaucoup plus par envie d'aider des projets qui font sens que par envie effectivement de dégager une rentabilité financière. Je vais citer un chiffre qui ne vaut que vaut l'expérience d'Anat. Anat a investi 7 millions d'euros donc il y a 7 ans sur 7 projets. Elle a des valeurs de sortie d'1,5 milliard. Je ne dis pas qu'on va faire la même chose pour ce qui nous concerne, c'est même pas un objectif. C'est pas l'objectif premier. Mais pour dire que un des éléments tangibles aujourd'hui à ce stade du développement de SID, c'est la pérennité des projets. On a accompagné 30 projets depuis maintenant 5 ans. Ils sont tous en vie, en développement. Ils étaient tous quasiment en phase de financement avant la crise sanitaire, et donc ils sont tous encore là. Et ils sont tous à la recherche, effectivement, de conforter leur financement pour déployer, effectivement, leur très beau projet. Je passe la parole à Dylan. Dylan Bonjour. pour Wicker. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais être sur un cas d'application directe en fait de l'usage de la donnée. Donc, je suis le fondateur de WeCare, donc qui est la contraction de Wiki pour plateforme collaborative et de Care pour village en breton. C'est un projet qui est né en fait d'un constat, c'est que sur la petite commune où j'ai grandi, j'étais le président des commerçants, on avait perdu 10 commerces en 5 ans. Le problème, c'est que quand on perd un commerce sur une petite commune, c'est moins de gens à venir dans le centre-ville et ça accélère la fermeture des autres. Ça impacte aussi les associations qui ont du mal à trouver des participants et qui vont annuler des événements, et c'est un cercle extrêmement vicieux. Et à l'époque, pour trouver une solution, on a interrogé les riverains, on a interrogé plus de 1000 riverains sur la commune pour savoir ce qu'ils pensaient du centre-ville et quel nouveau service leur permettrait de revenir dans le centre-ville. Globalement, tout le monde nous a répondu que c'était une ville où il ne se passait jamais rien et qu'il manquait beaucoup de services, mais dans les services
qui étaient cités, tous les services quasiment cités existaient sur la commune. Donc le problème ne venait pas vraiment de l'offre, mais de l'accès à cette offre et donc de l'accès à ces données. À l'époque, moi, en tant qu'informaticien, j'ai été regarder sur Internet comment je faisais pour savoir ce qui se passait sur la commune et les services qui étaient présents. Et je me suis rendu compte que globalement, chaque commerce, chaque association avait une page Facebook, un site Internet, un support où il y avait de la donnée, mais que chaque association, chaque commerce parlait à ses clients ou à ses adhérents qui n'avaient finalement pas vraiment besoin d'en être informés parce qu'ils étaient informés en direct. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de réunir l'ensemble de ces données au même endroit, de manière à faciliter leur accès. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les riverains consomment, sortent, se rencontrent localement et donc reviennent consommer dans le centre-ville, ce qui a extrêmement bien fonctionné. Donc, à la base, c'était un projet personnel. Et donc, on est devenu une entreprise il y a 4 ans sur ce même modèle, c'est faciliter l'accès aux données locales, donc les centraliser, les organiser géographiquement pour qu'un riverain puisse accéder à tout ce qui l'entoure. Et en fait, on se rend compte que souvent, on va chercher à 30-40 km un service qui existe dans la commune d'à côté. Et quand on fait revenir les gens dans le centre-ville, quand on les refait consommer, c'est des nouveaux commerces qui se réinstallent. C'est une synergie en fait qui fait que les associations vont pouvoir réorganiser des événements parce qu'elles vont être financées par les commerces, que les commerces vont tourner parce que les associations vont organiser des choses dans le centre-ville. Et en fait, on a beaucoup parlé de liens, mais c'est vraiment fondamental. Et nous, en fait, on utilise la donnée virtuelle, on va dire, pour créer du lien réel et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on est sur une centaine de communes avec un modèle qui est vraiment basé sur l'humain, c'est-à-dire que chaque commune, on va avoir un interlocuteur humain qui va avoir le rôle de modérer et d'animer en fait justement cette gestion des données, même si on en récupère beaucoup de manière automatique. Il y a aussi un système collaboratif et il faut traiter ces données-là pour qu'elles soient vérifiées. Et donc ça permet vraiment de recréer une synergie. Et pour terminer un peu l'exemple de Donge où on avait perdu une dizaine de commerces, sur les 3 dernières années, on a 5 nouveaux commerces qui se sont installés. Et forcément, plus il y a de nouveaux commerces et plus il y a de gens à venir dans le centre-ville et ça crée une dynamique positive. Super, donc c'est pas Wicker, c'est Wicker. Merci. Avec la petite subtilité bretonne. Est-ce que vous pouvez peut-être chacun dire un peu où vous en êtes en termes de plan de développement de l'entreprise ? C'est-à-dire quels sont les objectifs sur la prochaine période, quels sont les besoins en ressources ? Qui veut commencer ? Alors, dans l'activité de OneCube, il y a 2 volets. Il y a un volet business sur le produit, l'outil de portabilité. Et il y a un volet politique qui s'inscrit dans la stratégie de l'Europe sur le partage des données, où on est très très impliqué auprès de l'Europe et auprès de différents États membres, donc la Finlande, l'Allemagne et la France principalement. Ça avance pas au même rythme. Le business, on voit que c'est encore difficile, c'est encore des gros projets où il y a pas mal d'incertitudes, mais c'est en train de se mettre en place un peu partout en Europe. La France, contrairement à ce qu'elle pourrait penser, pas forcément leader sur ces sujets-là, c'est plutôt les pays du Nord, les pays scandinaves, le Benelux. Donc l'Allemagne commence à s'y mettre et la France aussi, mais c'est des gros projets, surtout surtout les gros pays européens en fait. Et donc voilà. Donc on a 2 gros projets sur lesquels on est lancé, notamment un projet de mobilité au niveau du Benelux. Donc c'est fournir des outils de portabilité à toutes les plateformes digitales de mobilité sur les grandes villes du Benelux. Et donc voilà. Donc tout ça c'est en cours sur le plan business et sur le plan politique. En fait, on a eu la publication début 2020 de la data stratégie européenne qui met au centre de la stratégie, on a le partage de données. Donc nous, on a été impliqués dans la création de ce document. Et derrière vont suivre des appels d'offres européens. Donc on parle en tout de 6 milliards d'euros de l'Europe pour mettre en place ce partage de données à une échelle continentale. Et donc là, en fait, OneCube est en train de se lier par des consortiums à tout un tas d'acteurs à l'échelle du continent pour aller répondre à ces appels d'offres en 2021. Donc il y a deux éléments de notre projet qui avancent chacun à leur rythme. Finalement, le politique est en train d'avancer plus vite que le business, et le business rattrapera ensuite le politique. Et donc à ce stade-là, donc nous on est en train de finir une levée de fonds qu'on avait commencé avant le Covid, et il nous reste 170 000 euros à aller rechercher sur cette levée de fonds pour finir ce tour-là. Et on avait commencé des démarches de levée de fonds, donc c'était pour une levée de 15 millions d'euros avec
avec la Commission européenne, en fait, avec la Banque d'investissement européenne. On y retournera quand on aura justement débloqué toute la partie politique du projet OneCube. Donc voilà Très le plan. bien. Enfin, si je peux me permettre de reformuler, tu as fait un très gros travail que tu appelles politique, mais en fait de construction des standards à l'échelle de l'Europe. Tu es même sollicité par des gouvernements un peu partout dans le monde sur ces sujets-là. Que tu as fait cela relativement seul. En tout cas, tu as porté une démarche qui devient aujourd'hui une démarche collective à l'échelle européenne. Et tu as pris des positions sur ce que sont des marchés à venir, sur des thèmes que tu as cités. On peut citer en premier lieu, par exemple, la mobilité. L'idée étant, par exemple, de bâtir des plateformes de mobilité, mais avec derrière une solution technique qui permet à chaque fois qu'il y a une donnée qui passe d'une entreprise A à une entreprise B, de valider le consentement de la personne. Ouais. Et le modèle économique étant de prélever donc une somme modeste en pourcentage. Le modèle économique, c'est pour OneCube, pour l'outil OneCube, c'est similaire à un PayPal. On prend une part de l'échange, on laisse la valeur financière s'échanger entre la source de données, entre le service qui est la source de la donnée et le service qui va réutiliser la donnée. Par-dessus, c'est l'individu qui, par son consentement, active un transfert de données. Et pour lui, c'est toujours gratuit. Ce que demande le règlement européen, c'est que le droit à la portabilité soit gratuit pour l'individu. Par contre, évidemment, il faut un business model derrière, parce que, on en a parlé tout à l'heure, c'est un investissement de faire circuler des données, mettre en place des API, tout un tas d'outils pour sécuriser les transferts. C'est un investissement. Et puis, à la base, la collecte des données pour un service digital, c'est un investissement. Donc je ne vais pas investir pour collecter des données et ensuite les envoyer gratuitement. Donc c'est un écosystème objectivement gigantesque, hein, c'est probablement pour une start-up, parce que c'est une start-up, un écosystème énorme autour du projet, c'est une super équipe. Moi j'étais, la personne qui nous a présenté l'un à l'autre, donc c'est l'ancien DG de SNCF Développement, donc Cyril Garnier, qui a travaillé sur les 1000 start-up qui changent la France. À l'époque, il avait fait effectivement une production de cette nature-là, une production d'ailleurs qui est réactualisée tous les ans. Et il nous avait présenté OneCube comme étant sa pépite. Donc, et objectivement, il avait une position d'observateur sur ces sujets au niveau national qui était assez étonnante. Ce que je peux ajouter simplement, c'est que cela, relié à ce qu'a présenté Emmanuel, c'est-à-dire qu'il transforme des données en connaissances, à ce qu'a présenté Édouard, qui revient à l'idée de bâtir un standard en matière de signature numérique, voire un référentiel qui, par exemple, pour avoir des usages et de la capacité dans le domaine de la santé demain, c'est plus intéressant de collecter des données à travers un avatar qui ressemble au corps humain plutôt que de les stocker dans des fichiers Excel, des emails. Enfin bref, il y a des tas d'usages possibles. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est des écosystèmes qui se relient et qui créent justement une relation de confiance qu'a évoqué Jean Stone, qui est l'essentiel, qui permet d'échanger de manière fluide les données, les informations, rend ces projets à la fois extrêmement pérennes et a un impact considérable. Et quand je dis que c'est de la politique, en fait, on essaie de construire des standards, parce que les standards, ça permet de réduire le coût de la circulation de ces données, donc de cette valeur. Par contre, faire des standards, quand on est Google, c'est facile. On a des centaines de milliards d'euros de cash et une base d'utilisateurs de plusieurs milliards de personnes, donc on fait quelque chose, c'est un standard. Par contre, se mettre d'accord avec des millions d'acteurs répartis, pas qu'au niveau de l'Europe, mais sur toute la planète, bah ça, après, c'est de la politique. C'est de se coordonner une masse gigantesque d'acteurs. Donc c'est pour ça que je parle de démarche politique. Un vrai défi, presque. Merci beaucoup. Edouard. On continue. Oui. Alors, nous, on a réussi à lever 3,5 millions depuis le début de l'aventure Silk. Le Covid est un effet accélérateur, puisque vous imaginez qu'aujourd'hui, les déplacements sont un petit peu plus contraints, et donc le virtuel revient au galop. Donc nous, on est prêt à aller sur le marché. On se pose la question de savoir qui est à l'origine de tout ça. Mais donc, et donc, en l'occurrence, on est prêt à aller sur le marché. Donc, on a décidé de franchir des étapes. Et par exemple, notre device, notre capsule, elle est aujourd'hui certifiée. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez lourd pour une start-up à digérer. Il y a beaucoup d'étapes de normalisation. Mais s'il faut déployer cette capsule dans les aéroports du monde entier, dans les centres commerciaux, etc., comme un pod de téléportation vers le virtuel, donc on parle d'un marché de masse, il faut effectivement, à un moment donné, si on rentre sur le marché, pas mal de moyens. Donc, notre tour de table auprès de personnes physiques
va s'arrêter. C'était les 3,5 millions. Il reste encore de la place pour 3 tickets de 175 000 euros. Et ensuite, on active une recherche auprès de fonds sur une valo intéressante, mais qui fera venir 5 millions d'euros avec une option à 8. Donc nous, on est prêt à aller sur le marché. On a 2 usines partenaires, une à Angers et une à Dubaï. On est en capacité aujourd'hui de construire et des univers immersifs en masse et des identités digitales sous la forme de l'avatar. Pour juste compléter ce qu'on a dit sur la data, en Europe, nous, on va participer au fait que la data, vous allez pouvoir la gérer vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que vous donniez en fait aux réseaux sociaux vos photos, vos données, et eux, ils en faisaient un business sans vous rémunérer. Et donc aujourd'hui, avec toute cette démarche européenne, on va essayer de redonner le pouvoir de la data à chacun. Et donc ça, on est très concentré sur la sécurité de la data et vous redonnez le pouvoir à vous-même de gérer cette data et de commercer avec. Donc ça, c'est vraiment un différentiel extrêmement important. Et OneCube ou OKP4 sont aussi forcément dans cette logique-là. Donc on a un ciment de la part de l'Europe politique qui est extrêmement intéressant et sur lequel il faut effectivement surfer. Merci beaucoup. Même question pour savoir où vous en êtes. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, c'est ça qu'il faut dire par rapport. Alors l'avatar, on n'a pas parlé du business model, mais nous, on loue cette capsule donc à des marques qui vont trouver l'intérêt de faire téléporter leurs clients dans leurs univers immersifs au plus près de leurs valeurs et de leurs produits. Par défaut, c'est $10, 10 € pour faire son avatar, donc chacun peut se l'acheter, ou on peut se le faire offrir par la marque. Donc on a un système de couponing que chacun peut utiliser. Donc on crée son avatar pour $10 ou on se le fait offrir. Mais en tous les cas, personne n'a capacité autre que vous d'utiliser votre identité digitale. Donc même si une grande marque de boisson vous offrait votre avatar ne lui appartient pas. Il vous donne cette opportunité de vous élever dans son univers immersif. Et vos données, vous les gardez pour vous. Merci. Emmanuel. Alors, OKP4 existe depuis 2 ans presque et demi maintenant. On a financé sur fonds propres, donc avec les économies des fondateurs notamment, et puis des amis qui nous ont suivis et de la famille. On a financé toute la première partie de validation des technos, d'architecture du protocole. Et on a, grâce à CID, en fait, pu passer à une deuxième étape qui est une étape de structuration et de mise en œuvre des preuves de concept. Donc là, aujourd'hui, on est à cette phase-là. On prochaine la mise en œuvre des preuves de concept qui vont passer en démarche de pilote et donc en fait de déploiement et de commercialisation là dans les tout prochains jours. Demain, lundi, je retourne en Charente pour développer au sein d'une coopérative agricole des premiers éléments de notre plateforme. Alors, pour bien préciser, en fait, on porte une innovation de rupture qui est très forte, à la fois du fait des technologies qui sont déployées, à la fois des usages, des nouveaux services qui vont être proposés. Et donc, on a opté pour, dans l'univers complexe dans lequel on évolue, on a opté pour une démarche de déploiement et de développement des innovations par incrémentation successive, pour permettre, en fait, et ça c'est une chose qui est très importante dans l'économie de la connaissance, pour permettre l'accompagnement des usages. Et tout à l'heure, Dylan disait que c'est important d'avoir des humains et de faire de l'accompagnement des usages. Et nous, c'était vraiment le choix qu'on a pris pour être vraiment résilient par design sur notre démarche. Et donc, comme on porte des innovations de rupture, pour amener les usagers et les clients à ces innovations de rupture, on a choisi de les accompagner et commencer par des innovations incrémentales. Et donc, c'est ces preuves de concept qui ne sont pas la plateforme finalisée, mais qu'on met en œuvre au sein notamment de structures et de coopératives agricoles. Donc là, on en est là. Et aujourd'hui, on cherche un soutien financier pour notre commercialisation. Alors, on essaye de le trouver auprès de banquiers, mais comme l'a dit Jean Stone, des fois, c'est compliqué. Les banquiers, ils demandent, ils sont OK pour vous citer dans la commercialisation, mais il faut déjà avoir commercialisé. Donc, en fait, des fois, c'est un peu compliqué.
Et donc aujourd'hui, on recherche 200 000 euros pour nous accompagner dans ce déploiement commercial de nos solutions. Voilà. Et on a une prévision d'une levée de fonds d'ici entre septembre et la fin de l'année 2021 pour lever environ 1,5 million, 2 millions d'euros pour déployer notre solution de manière très large en Europe et en Amérique du Nord notamment. D'accord. Sachant que on peut préciser que c'est Jean Stone qui nous a mis en relation tous les deux. Donc, je suis son padawan en fait. Yes, exactly. On termine avec Dylan pour savoir où en est WeCare. Oui, je vais faire un petit rappel aussi sur l'historique en fait du projet. Donc moi je suis développeur, j'ai développé la première version de l'application. On a pu sur cette base et sur cet essai couvrir une vingtaine de communes et avoir un modèle économique rentable, ce qui nous a permis de lever des fonds l'année dernière pour redévelopper vraiment une plateforme beaucoup plus performante, beaucoup plus technologique. Enfin voilà, le travail que j'avais fait tout seul, il y a eu 5 ingénieurs à travailler dessus pour faire quelque chose de beaucoup plus performant. Donc là on est en train de finaliser cette plateforme et dans le même temps on a ouvert plus de 50 communes sur les 4 derniers mois. Donc on a un modèle qui fonctionne et qui a un modèle économique qui sera rentable dès le mois de février. Et en fait aujourd'hui on a vraiment un modèle qui est duplicable, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé là-dessus. C'est que comme je disais, on est basé sur l'humain et puis pour moi le local ça doit pas se faire à distance. Donc l'objectif aujourd'hui c'est que si on arrive sur un nouveau territoire, et c'est l'objectif, c'est d'essaimer au niveau national, on a même commencé à essaimer aussi en Espagne, c'est de créer des antennes. Donc c'est là où on a un besoin de financement parce qu'on a un modèle qui va nécessiter un financement pour avoir une équipe ressource. Et ensuite nous on se base sur des commerçants ou des entrepreneurs locaux qui vont prendre la licence et on touche une commission sur le chiffre d'affaires qu'ils vont générer. Donc aujourd'hui on est en train de pérenniser ce modèle et dès qu'on aura au centime près le coût pour lancer sur un nouveau territoire, mais on a déjà une idée très fine et on partira sur une levée de fonds d'ici l'été prochain, sachant que d'ici là, l'objectif c'est de couvrir 200 communes et d'arriver à une rentabilité intéressante qui nous permet déjà d'autofinancer notre développement. Merci beaucoup. On garde un petit temps pour échanger. Si vous avez des questions, des besoins de précision, je vois une main levée, on va vous apporter un micro. Est-ce que quelqu'un peut transmettre un... Est-ce qu'on peut donner un de nos micros avec la petite lingette qui désinfecte, parce qu'en ce moment, c'est un préalable essentiel. Et on vous écoute. Peut-être pouvez-vous vous présenter rapidement, si vous en avez envie. Alors, bonjour, donc Laurent, on se connaît, Jonathan. Moi, je fais partie d'une banque privée avec des gestions de patrimoine au niveau de la direction, donc on a pas mal d'investisseurs dans différents domaines. En dehors de ça, j'ai aussi accompagné des startups pendant des années. Et j'ai une question, alors j'ai bien compris l'ensemble, j'avais échangé avec OneCube au téléphone une fois avec Olivier, sur la partie notamment bancaire. Et j'ai une question pour Silke. Silke, on dit, c'est ça hein? On peut le dire comme vous voulez. D'accord. Il a plutôt dit Silke, mais bon, on ne peut pas balancer. Hein. Parce que comme vous voulez. J'ai aussi eu Tilki, etc. Donc j'ai pas mal de données. Donc moi j'ai une question. Votre capsule aujourd'hui elle est physique, c'est-à-dire que quand je vais vouloir faire mon avatar, je dois me déplacer physiquement, si j'ai bien compris, dans la société qui va me recevoir, que ce soit effectivement un magasin, que ce soit un aéroport, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui est intéressant. Il y a moins de monde en ce moment. Mais donc du coup, j'ai un déplacement physique à faire. Ma question, c'est aujourd'hui, hors Covid, si je me déplace, c'est que du coup, j'ai l'obligation, moi, de trouver un temps pour le faire ou mon déplacement va être en conséquence lié à mon achat ou mon envie de me transporter effectivement ailleurs. Votre solution, elle est brevetée, je suppose. Il y a un dépôt qui a été fait, parce que on a réfléchi effectivement à tous les points d'entrée pour bien scanner la personne. Est-ce qu'on pourrait imaginer que votre solution soit téléchargeable sur un smartphone pour s'auto-évaluer avec votre solution et du coup limiter peut-être ce freinage psychologique de certaines personnes qui vont devoir plus se déplacer ou ne peuvent pas se déplacer pour profiter effectivement d'un avatar. Parce que moi je reprends un peu votre solution effectivement qui a été développée aussi pour la partie immobilier. Si je veux me déplacer mais j'ai pas la possibilité de le faire, je suis handicapé, je suis malade pour les hôpitaux. J'ai un besoin de me transporter, mais je ne peux pas prendre l'avion, ou je ne peux plus le faire. Mais voilà, il y a, je pense, la limite, effectivement, de la partie physique. Donc, est-ce que vous avez une évolution, vous avez déjà pensé, effectivement, je suppose, à des possibilités connexes? Et voilà, c'était ma question, pour pouvoir éventuellement imaginer peut-être une évolution de votre système. Voilà.
Alors, tout va très vite en fait sur la partie virtualisation. Il faut rappeler que le marché de la virtualisation, c'est 700 milliards de dollars en 2025. C'est une courbe en fait exponentielle. Donc, il va se passer plein de choses dans ces univers-là. On a réfléchi à cette cabine, à cette capsule, parce que ça crée en fait aussi du lien avec le commerce réel. C'est-à-dire que si effectivement on est en capacité aujourd'hui de scanner un visage avec son téléphone portable, et ça existe, il n'y a pas de business model derrière. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on est en capacité de faire des miracles avec un téléphone, il n'y a pas forcément un business model derrière. On n'a pas l'identité digitale de la personne en entier. Quand vous allez vouloir remettre cet avatar en fait, dans les univers immersifs, il va falloir un point d'entrée aussi dans ces univers immersifs. Donc, on a développé ce qu'on appelle un SSO, un Single Sign-On, qui pourrait être le SSO du virtuel. Donc, en l'occurrence, il n'en existe pas d'autres aujourd'hui. Et donc, tout le parcours client de je rentre dans la capsule, j'ai la post-production, on en fait l'avatar, je le stocke, je le sécurise et je vous donne la possibilité de l'utiliser sans qu'on puisse usurper votre identité, avec des services autour de l'avatar dans le virtuel, ça n'existe pas. Donc, on est les seuls au monde à le faire. Sur la partie capsule, on a cette chance, c'est qu'elle est assez volumineuse, donc il n'y a pas de point de contact avec la structure. Pour vous enregistrer, c'est complètement déporté sur un portable avec un QR code ou du RFID. Et puis on a une ventilation qu'on avait souhaité mettre au tout départ de la conception. Donc en fait, tout le volume d'air est complètement renouvelé toutes les 2 minutes. Donc sur la partie, est-ce qu'on est compatible Covid ? Oui, on est compatible Covid. Sur les aéroports, il faut savoir qu'aujourd'hui, les aéroports vont se réinventer. Le Covid fait basculer tout un pan de l'économie sur d'autres valeurs. On peut parler de la publicité d'affichage dans les aéroports. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez bousculé. Donc il y a plein de choses qui vont être contrebalancées dans le virtuel. Sauf que notre dispositif fait le lien entre le réel et le virtuel. Et ça, on y tient énormément. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Répondez à votre question sur votre philosophie, j'ai bien compris, dans la partie business model. Après, dernière question pour bien comprendre et pour bien éventuellement communiquer votre produit, par rapport à votre produit. J'ai mon avatar, mais chaque personne évolue différemment physiquement. Donc il y aura aussi ce qu'on appelle des mises à jour de mon avatar. Donc je dois éventuellement, en fonction de mon évolution corporelle, que ce soit une maladie ou une évolution physique, parce que je me nourris mal par exemple, est-ce que je vais avoir l'obligation de revenir ou comment ça se passe ? Alors, pour moi, c'est intéressant que vous y reveniez et que vous créez votre album d'avatar. D'accord. Avec l'évolution dans le temps, c'est intéressant. Mais on va pouvoir faire des retouches, si vous voulez. Il y a tout un tas de systèmes de retouches. Et votre avatar, tel qu'on le fait aujourd'hui, va évoluer sur une version 2, une version 3, etc., qui sera beaucoup plus qualitative. Nous, on garde toutes les photos. C'est quelque chose qui est à base de photos. On a choisi de garder, en fait, le stock de photos. Donc, ça nous coûte. Mais en l'occurrence, on va pouvoir, avec des améliorations logicielles, vous faire évoluer l'avatar. Ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un passe dans cette cabine et qu'on a cette modélisation 3D, c'est la première fois, pour beaucoup de gens, qu'on se voit en 3D. Donc on peut se voir un petit peu bossu, un petit peu avec un petit ventre rond, etc., etc. Donc ça crée un choc, déjà, et nous, on fait cette magie-là de créer, en fait, ce selfie 3D, on va dire, de la tête aux pieds, qui est utilisable et complètement articulé, puisqu'on met en fait le squelette à chacun, qu'on soit d'une taille petite ou grande. Excellent. Donc, pour répondre à votre... allez-y, pardon. Non, donc on va créer un album d'avatar. On peut parler aussi de l'immortalité. Il y a des gens, je suis allé en Suisse récemment, il y a des gens assez âgés qui se projettent dans l'immortalité parce qu'on aura gardé leur modèle d'avatar et qu'au final, avec l'intelligence artificielle, les voix, les comportements de votre vie, on va pouvoir caler en fait
je dirais, votre existence sur votre avatar. Et puis, peut-être plus tard, on parlera à sa grand-mère décédée, parce qu'on aura besoin de créer ce lien, je dirais, émotionnel avec quelqu'un qu'on a perdu. Donc, tout ça, ça bouscule énormément en fait les idées. On pourra en parler des heures et des heures. Donc les cas d'usage sont complètement illimités. Nous, on travaille sur toutes les verticales métiers. Donc on n'a pas, je dirais, aller que sur la partie retail ou que sur la partie textile ou etc. Tout est impacté par le virtuel. Donc ça va être un vrai raz-de-marée. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur les 700 milliards de dollars de marché, on va essayer d'en prendre une toute petite partie. Et on va essayer de coller à la courbe. C'est-à-dire que s'il y a un besoin de représentation de l'humain dans ces univers virtualisés, il faut un système qui est en capacité de faire du volume de cette identité digitale. Donc nous, on l'a inventé. Et on a inventé en fait tout l'écosystème de bout en bout. Et pour garantir aussi à chacun d'avoir une logique très ludique à rentrer dans cette cabine avec un coût très modique et d'avoir cette garantie de sécurité de l'avatar. Si on traite l'avatar aux États-Unis ou en Chine, ce n'est pas la même façon de traiter l'avatar. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que Google a racheté une société qui faisait du body scanning, on va dire, et lui, ce qu'il veut, c'est vous faire passer dans la cabine, même à titre gratuit et même en vous offrant $10, mais en garantissant que toutes ces données, il va les revendre à toute sa plateforme Amazon, et donc il va s'enrichir sur votre dos. Nous, c'est pas du tout ce même système-là. Donc, la qualité du projet qui est français aujourd'hui, on aurait pu aller aux États-Unis lever beaucoup plus de fonds il y a quelques années. On a décidé de rester en France, de coller au RGPD. Nous, on est RGPD compatible depuis 2011-2012, quand on a écrit le projet, quand on a modélisé la base de données. Donc, toute cette logique-là, elle est effectivement jalonnée par la capsule, par un système de portail où vous avez votre identité digitale, par le SSO, le Single Sign-On, pour rentrer dans les univers. Il faut savoir que Apple et tous les grands, aujourd'hui, se battent pour que leur SSO soit dans leur univers et extra-univers. Donc, rien que le SSO vaut énormément d'argent. Alors, attention, vous avez un avatar en 2D derrière vous, c'est un peu flippant. Passe la parole à qui veut, avec une lingette désinfectante. Oui, on va prendre une ou deux questions, puisqu'après, il y aura des échanges totalement libres pour que chacun ait le temps de justement éclaircir, questionner, challenger les projets que nous venons de découvrir ou de vous présenter ou représenter selon les cas. Mais si vous avez une question, eh bien, n'hésitez pas. Est-ce que chacun d'entre vous peut représenter votre projet depuis le début, puisqu'il y a quelques personnes qui sont arrivées, dont Slimane, que je salue. Plus sérieusement, si vous pouvez juste, peut-être chacun, dire quel est le contenu du produit et en quoi le développement du projet contribue à changer le monde. Ça sera la conclusion. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire synthétique, de façon à ce qu'on tienne le timing et qu'on entame ensuite la partie... Donc OneCube, c'est un outil de portabilité des données personnelles ou de partage des données personnelles qui permet à un individu de transférer ses données de n'importe quel service digital à un autre. Et donc, en quoi ça va changer le monde ? En quoi ça va changer le monde ? Ça va vous rendre beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez avec vos données, vous, en tant qu'individu. Et dans le même temps, les organisations, donc les entreprises, les administrations qui détiennent vos données et qui les exploitent, vont pouvoir le faire de manière beaucoup plus large, parce qu'elles vont pouvoir récupérer des données qui viennent d'ailleurs, et vont pouvoir le faire sans passer par les grandes plateformes américaines, principalement. Donc on va pouvoir développer des marchés avec des acteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus locaux, sur tous les secteurs de l'économie, donc la santé, l'éducation, l'emploi, la mobilité, le tourisme, la finance, le divertissement. Tous les secteurs de l'économie sont touchés par ça, consomment énormément de données. Et puis en quoi ça va changer le monde dans les années qui viennent ? On a parlé dans l'introduction de la révolution de l'intelligence artificielle, et ce qui la nourrit, ce sont les données. Et donc finalement, on amène plus de données dans l'écosystème, on facilite, on ouvre les portes, on facilite la circulation
des données, donc en l'occurrence pour nous des données personnelles. Mais la manière dont on le fait, donc ça se base sur le consentement de l'individu, c'est avec des garde-fous dans les mains des individus. Donc c'est ça notre mission. C'est pas de lutter contre cette digitalisation extrême, c'est de faire en sorte qu'elle se fasse dans le respect de la volonté de l'individu. Merci. On reste sur cette même dynamique en essayant de garder l'esprit de synthèse avec vous, Dylan. Donc WeCare, c'est un réseau local qui va référencer et organiser l'ensemble des données de manière à les rendre plus accessibles aux riverains. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils consomment, qu'ils sortent, qu'ils se rencontrent et qu'ils s'investissent localement. Et donc, pour changer le monde, c'est que ça permet de promouvoir un développement durable des territoires, de créer du lien social, de maintenir une économie et de faciliter l'accès aux circuits courts. Et donc, ça permet un développement durable des petites communes et du territoire. Waouh, bravo. Édouard, il va falloir faire aussi bien. Alors, donc Silk va permettre de créer des expériences en amont ou a posteriori des expériences réelles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le réel. Au contraire, c'est un nouvel outil qui va permettre aux gens de se rencontrer, d'interagir dans une nouvelle dimension qui est la virtualisation. Et donc avec des échanges qui sont certainement différents, peut-être plus riches que ce qu'on connaît du digital aujourd'hui, sans dimension en fait 3D. Et est-ce que ça va changer le monde ? Moi, je pense que l'Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est complètement obsolète. Et donc, on voit bien que le monde du gaming et du jeu est en train d'exploser depuis déjà quelques années. Et c'est en fait ce rapprochement entre le monde de l'économie réelle et du gaming qui va faire que ça va être un indispensable. Merci beaucoup. Bravo, Emmanuel. Donc, nous, au KP4, on développe des écosystèmes de partage de données qui permettent de garantir d'une part la gestion des consentements pour les contributeurs et d'autre part la valorisation des connaissances et la rétribution de l'ensemble des contributeurs de données au prorata de leur contribution. Et en quoi ça va changer le monde ? Et bien, en fait, aujourd'hui, pour faire face à l'ensemble des problèmes et des innovations et de choses auxquelles on va devoir faire face dans les années qui viennent, en fait, on va devoir avoir une démarche intensive en connaissances. Et donc, en fait, il faut absolument développer les écosystèmes de partage de données parce que le partage de données, c'est la connaissance. C'est bien de terminer sur la notion de connaissance, puisque c'était exactement le sujet de notre première table ronde, qui se termine maintenant, Laurent. J'ai une petite question. Ah, il y a une petite question. Je crois qu'il nous reste encore quelques petites Allez, minutes. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Si vous pouvez, en une phrase, dire quelles sont les grosses actus pour vous dans les 6 prochains mois. Le grand défi ou la grosse actu pour vous dans les 6 prochains mois, en une phrase rapide. Alors, une phrase pour la grosse actu des 6 prochains mois. On part dans ce sens alors. Allez, oui. Moi, la grosse actu, c'est vraiment la mise en production des différents preuves de concept qu'on a développées et la commercialisation des premiers produits avec nos partenaires, donc notamment sur la verticale agricole. Aujourd'hui, on travaille avec de gros partenaires comme InVivo, qui est la COP des COP en France, ou les coopératives agricoles. Et il y a des gros enjeux là, parce qu'en fait, ça va être la preuve de notre concept, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur les prochains 6 mois, donc nous, on rentre sur le marché. Donc, on a déjà beaucoup de prospects en France et à l'international sur des projets en fait, qui sont très ambitieux. Ça peut être des événements internationaux à échelle mondiale qui ont besoin en fait, de contrebalancer leur manque de visiteurs réels par justement un autre système qui va leur permettre d'équilibrer en fait, leur investissement en faisant venir des gens par le virtuel. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est des réunions virtuelles. Vous pourrez faire il y a beaucoup de salons virtuels aujourd'hui qui commencent à foisonner. Et ben, on va mettre ça à l'échelle de très grands projets ou de projets moins ambitieux, mais qui auront tout intérêt à mettre les gens ensemble, ce qu'on appelle en multijoueur, dans des univers proches du réel, puisque maintenant on est capable de faire du foncier numérique. Merci beaucoup. On continue avec Dylan. Alors nous, on est là, c'est tout chaud en fait. On a un partenariat avec la ville de Donge. On a créé un nouveau module qui permet à tous les commerçants de mettre des promos et un support physique qui va être envoyé aux 4000 dans les 4000 boîtes aux lettres de la commune pour avoir un support physique. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de montrer que le virtuel crée du lien physique. Et donc dans la foulée, on va distribuer à nos 15 000 utilisateurs ce support-là de manière à mettre en avant tous les partenaires sur le territoire, mais aussi les associations
associations, enfin avoir un système qui permet de vraiment concrétiser physiquement le trafic virtuel qu'on a sur notre plateforme. Super, on termine avec Olivier. Et donc nous, il y a un projet de mobilité en cours à l'échelle continentale, donc distribuer OneCube en tant qu'outil de portabilité pour les plateformes de mobilité de plusieurs grandes villes de pays européens, et aussi un projet sur le tourisme dont je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant, mais un gros projet à l'échelle nationale en France. Donc même principe, mais dans le tourisme, outil de portabilité OneCube. Et donc dans les 6 mois, j'espère qu'on va pas être encore repoussé par le Covid sur les appels d'offres européens, sur la stratégie des données, donc la participation de OneCube en tant que moteur, mais avec un grand nombre de partenaires, la réponse à ces appels d'offres européens. Merci beaucoup. Vous connaissez maintenant un peu mieux OneCube, WeCare, Silk et OKP4. C'est bon. La suite, eh bien, c'est un moment d'échange. Allez à leur rencontre. Les tables sont prêtes ici pour partager en musique grâce à Thierry Saunier. Jean-Michel ? Oui, je voudrais juste apporter quelques informations pratiques, si tu permets. C'est important. Donc là, on va avoir une séquence à la fois de rencontres avec les porteurs de projets qui sont ici, puis ceux qui sont dans la salle que nous rencontrerons cet après-midi pour les 2 autres tables rondes. Donc un temps d'échange. Donc les porteurs de projets sont à votre disposition sur les différentes tables de la volière. Et puis nous enchaînerons par un temps important de déjeuner, de restauration, grâce à des plateaux repas qui seront déposés dans ce qu'on appelle la drone house. Et puis pendant tout ce temps-là, il y a un lieu très important, c'est le bar, n'est-ce pas ? Le bar, il est à l'étage, il est ouvert, et il y a une surprise qui vous attend au bar. C'est une eau sacrée. Ça va parler à notre ami Laurent, puisque c'est, autrement dit, c'est de l'eau informée. C'est mon ami Jean-Pierre Cabory, ici présent, qui nous l'a apporté. Tu peux nous dire peut-être un mot de ce que c'est que cette eau sacrée ? Oui, parce que là, d'un coup, la bande-annonce est quand même assez impressionnante. Tu peux prendre un micro pour Jean-Pierre. Et puis Laurent vous fera un cours particulier sur qu'est-ce que c'est que l'information de l'eau. Oui. N'est-ce pas ? Allô, ça marche. Eh bien, monsieur Bénéviste, d'abord, votre père a été un inventeur audacieux et très courageux qui a fait une vraie révolution. Il a dû subir, bien sûr, le contre-coup de tout, je dirais, le standard scientifique qu'il a bien démoli, je crois. Mais, et on a parlé de connaissances, je crois, eh bien, l'eau, partout où il y a de la vie, il y a de l'eau. Et ce qu'a mis en évidence M. Bénéviste, c'est que c'est l'eau qui transporte toute la connaissance, toute l'information dans tout le vivant. Je me trompe ? C'est ça. Et donc, il est très facile à chacun de nous d'informer de l'eau par l'intention. Il y a une relation entre l'eau elle-même et nous, les humains, et on peut communiquer avec cette eau. Et elle transporte l'information. Je ne me trompe pas, vous me corrigez, bien sûr. Et donc, là-haut, il y a une bonbonne qu'on a ramenée d'eau qui a été informée par deux voies. Il y a le système Grander, ça vous dit quelque chose ? C'est un Autrichien qui a fait une grande recherche sur justement les eaux, on va les appeler miraculeuses. Jean-Pierre, on va faire court là, tout de suite. C'est donc, il faut juste pour vous dire voilà, qu'on va le goûter. Voilà, on va le goûter, on va faire la Ça va bien se passer. On va faire la cérémonie de l'eau sacrée. Ouais. Bon, il n'y aura pas que de l'eau, hein, c'est un bar. Et la prochaine table ronde ici, c'est à 15h. Voilà, avec 5 projets, 5 entreprises et 5 nouvelles idées. Merci, profitez bien. C'est reparti pour la musique avec Thierry. Merci à vous. On peut s'applaudir et vous applaudir. Merci beaucoup.